Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe Hulin, qui est un expert du MLM belge, voilà, qui est très connu sur la toile dans ce domaine-là. Il y en a plusieurs, mais en tout cas lui vraiment résonne beaucoup parce qu'il a fait une apparition très remarquée dans les médias belges. Je crois que c'est la télé nationale belge. C'est ça, Jean-Philippe? Oui, c'est correct. C'est comme le TF1 belge ou c'est une... Oui, c'est une chaîne nationale. Ça s'appelle la RTBF. D'accord, RTBF. Donc du coup, voilà, ça l'a exposé médiatiquement et il a réussi avec brio, on va dire avec brio parce que l'exercice n'était pas simple. Fallait répondre à des journalistes. Je mettrai sous l'article la vidéo en fait où vous verrez, c'est des journalistes qui étaient assez réfractaires au MLM et qui ont vraiment l'exercice était en 3 minutes. Ils devaient répondre vraiment du tac au tac aux journalistes et il s'en est sorti vraiment plutôt très très bien. Donc voilà, moi j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a aussi une belle organisation. Alors on parlera pas de sa société actuelle parce que c'est pas le sujet. Je voudrais pas être taxé ni lui, voilà, de faire de la publicité pour son MLM. Alors que bon, c'est vraiment pas l'idée. L'idée c'est vraiment de vous donner des bons conseils. Et donc là-dessus, il est d'accord avec moi. Donc voilà. Bon, merci beaucoup Jean-Philippe de répondre à nos questions. Avec plaisir, merci de l'invitation. Alors, Jean-Philippe, ma première question, elle concerne, et comme toujours, toutes mes interviews, ta vie, ton œuvre. D'où tu viens? Est-ce que tu as des études de dingue ou alors est-ce que tu as voilà, un chemin de vie particulier? Non, rien de particulier. Je viens d'une famille tout à fait normale, banale, famille ouvrière. Le papa travaillait dans une fonderie dans le bassin sidérurgique liégeois, zone pas très riche. Et ma maman a été sans emploi la plupart de sa vie. Et personne dans ma famille n'a jamais été entrepreneur réellement. Il y a eu un cafetier, hein. Mon oncle a tenu un café et mon père, sur la fin de sa carrière, a tenu une friterie. Et à part ça, c'est tout. Pour le reste, beaucoup de chômeurs chez moi. Voilà. Et puis au niveau des études, non, rien de spécial. J'ai fait un master en construction, c'est-à-dire que je me destinais à être conducteur de chantier, donc à gérer les chantiers dans le bâtiment. Je me suis retrouvé, mon dernier emploi, c'était pour une société américaine qui s'appelle Firestone, qui fait les pneus aussi, D'accord, ok, oui. et qui ont un département de produits de construction. Et là, ce qu'on faisait, c'était commercialiser de l'EPDM. L'EPDM, c'est le roofing du futur, comme il disait. C'est une sorte de caoutchouc synthétique que l'on place sur les toitures plates et qui a beaucoup d'avantages techniques, etc., mais qui coûte excessivement cher. Donc, c'est pas encore gagné pour remplacer complètement le roofing. Et tu étais commercial dans cette société? Là, j'étais directeur commercial, oui, effectivement, parce que leur challenge consistait à développer la partie francophone de la Wallonie. Et ils m'ont débauché sur le salon Batibo, qui est le plus grand salon de la construction en Belgique, parce que je travaillais pour un concurrent. Et Firestone avait remarqué qu'ils m'avaient souvent dans leurs pattes en Wallonie. D'accord. C'était, on va dire, un concurrent voilà, qui se retrouvait souvent et qui leur causait du tort. Oui, et bizarrement, je n'ai jamais eu de formation particulière dans ce domaine-là. C'est juste, voilà, le hasard qui m'a mené dans ce type de fonction D'accord, que je n'appréciais pas plus que ça. Parce que d'accord. avoir un patron, moi, ça ne m'a jamais vraiment convenu. C'est le Donc, fait d'avoir un patron. C'est pas tellement faire du commerce, puisque j'imagine que ça, tu aimais bien. je mets oui et non, parce qu'il y a des fois, c'est très agréable, mais il y a des fois, c'est très pénible. Euh, Voilà, il faut tout le temps discuter du prix. Enfin, c'est pas super valorisant. Voilà, moi, le commercial pur, c'est pas mon truc. Mais alors, en plus d'avoir un boss à qui devoir rendre des comptes, non. Ouais, c'était compliqué, voilà. Et du coup, tu t'en Ouais, sortais quand même bien à cette époque-là? c'est-à-dire, Financièrement, je veux dire, ça marchait bien pour toi? ouais, mais j'étais salarié, donc j'étais salarié avec un véhicule de fonction, avec carburant, enfin avec tout team. C'était bien, j'avais 25 ans, mais j'étais plein de dettes, donc finalement, au bout du mois, ça changerait pas grand-chose Ça pour changeait moi. pas grand-chose à ta vie financière. Non. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené dans le MLM? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans le MLM et dans cette industrie? Le hasard, complètement. Pour faire une histoire très courte, à un moment donné, comme j'en avais soupé d'avoir un patron,
j'ai voulu créer un concept d'affaires dans les paris sportifs, pour la petite histoire. D'accord. Donc, c'était dans les années 80, 99, 2000. Et en région Wallonne, il y avait possibilité d'obtenir une bourse de préactivité. D'accord. Cette bourse s'élevait à 15 000 euros, si ma mémoire est bonne. Et il fallait passer une multitude de comités, enfin une montagne de documents, de 15 000 euros, paperasserie à remplir. Mais bon, bref. Et à un moment donné, ben, je reçois cette lettre de la région Wallonne, signée par le ministre en charge à l'époque, qui me confirme qu'il a signé l'arrêté de loi m'octroyant cette bourse de préactivité et que je devais me plier aux conditions d'octroi parce que c'était une bourse non remboursable. Donc ça, c'était bien, c'était très intéressant. Ouais. Et une des conditions, c'était de se consacrer à 100% au développement du projet. D'accord ? Et donc, je me suis séparé de Firestone. Entre parenthèses, j'ai donc perdu tous mes droits. Et je n'ai jamais reçu cette bourse de préactivité. Donc, on m'a annoncé là à l'époque que le courrier que j'avais reçu, signé de la main du ministre, n'était pas un courrier vraiment qui entérinait la décision, que c'était juste, je me rappelle très bien de l'expression, une lettre de bonne nouvelle et que ils avaient des questions complémentaires. Oh, Donc, je me suis retrouvé dans une misère pas possible parce que ma situation n'était déjà pas rose à l'époque, bien que j'étais salarié, que j'avais un excellent salaire, etc. J'étais hyper négligent avec les factures. Je traînais des casseroles de plusieurs années. Et donc, à un moment, je me suis retrouvé avec 40 000 euros de dette. Et il y a eu deux éléments déclencheurs. Et quand je parle de 40 000 euros de dette, c'est en étant propriétaire de rien du tout. Pas de voiture, pas d'habitation, pas un seul divan. Je veux dire, rien. Donc c'était quand même fortiche. Ouais, là, Et, et alors il y a eu deux coups de pied au cul, de grosses sonnettes d'alarme. La première, c'est un ami qui s'appelle Michael, qu'on surnommait Nounou, pour la petite histoire, qui connaissait tous mes déboires, et qui un jour arrive chez moi. J'habitais dans un 2 pièces au-dessus d'un salon de coiffure, qui appartenait à ma belle-mère de l'époque. Voilà, comme ça, on a la totale. Et Nounou vient, frappe à la porte, et je le fais rentrer. Et il rentre avec 2 sacs de commission, 2 sacs de courses. Et je lui demande, et alors, quelle nouvelle, comment tu vas? Elle me dit, bah, ça va, franchement, ça va très bien. Il me dit, ben voilà, j'ai un petit peu parlé de ta situation à ma grand-mère, à ma mamie. Tu sais, ma grand-mère, elle a fait un infarctus, etc. Elle est sur la mutuelle et elle est très sensible aux gens qui sont dans les problèmes. Et ça lui a vraiment fait mal au cœur d'entendre la situation dans laquelle tu te trouves. Ouais. Donc, elle m'a donné 50 euros pour que j'aille faire des courses pour toi. Et là, Ouais, ça fait du mal au cœur, quoi. Enfin, à ça l'ego, me en fait tout cas. immensément plaisir. Tu es très touché. Ouais. Mais en même temps, c'était un sentiment très bizarre. Donc ça a été un premier coup de pied au cul. Et alors le deuxième, quelques jours plus tard, on frappe à la porte, j'ouvre, et là il y a 2 Derrick. Tu connais la série allemande, Ouais. Derrick, Ouais, inspecteur ouais, Derrick. je connais, ouais. Et il y avait 2 types comme ça devant chez moi, et c'était des huissiers, évidemment. T'es devant chez ta Sont belle-mère, du coup. entrés, ils sont entrés, ouais, c'est ça. En fait, mon domicile était là, j'étais cohabitant, et ils ont noté tout, mais il n'y avait rien à moi. Donc, j'avais vraiment un plus gros problème encore que les dettes et les huissiers aux fesses. C'était surtout que ma belle-mère n'apprenne pas qu'on avait pris note de tout ce qui lui appartenait. Et quelques jours plus tard, je suis allé faire une course et je suis passé devant un café. Et là, il y a un gars que je n'avais plus vu depuis des années qui me voit, viens boire un verre. Donc je dis non, j'ai pas le temps. Et donc on se met à parler sur le devant du commerce et je lui explique très rapidos. Et là il me dit ah mais j'ai peut-être quelque chose pour toi. Viens mardi 19h30 à tel endroit. Et je dis ouais ok. Et je me barre mais vraiment voilà pas du tout volontaire pour y aller. Et puis quand je rentre à la maison, j'en parle à ma petite amie. Elle me dit bah tu devrais aller voir quand même. T'es pas en mesure pour le moment de refuser quoi que ce J'ai le soit. truc, ouais. Ça peut être intéressant. Donc j'y suis allé. C'était très particulier parce que le gars qui m'avait invité n'était pas là. Et quand je lui téléphonais, il décrochait pas. Et nous étions 5 dans la salle.
Et le type qui a pris la parole était vraiment exécrable. Il faisait des fautes de français, c'était pas professionnel. Voilà, c'était vraiment pas attirant du tout. Ouais. Mais voilà, le concept de MLM, là, ça m'a interpellé. Et j'étais assez motivé. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance. Après, ben, il y avait un kit de démarrage de 350 €. J'avais évidemment pas l'argent. Donc, j'ai demandé à ma petite amie de me prêter cet argent-là. Elle est prof de maths, donc très carré, très... Très cartésienne, ouais. Ah ouais, ouais. Et évidemment, c'était hors de question. Donc, on a failli se disputer parce que moi, j'essayais de la convaincre, mais j'avais absolument aucune compétence et aucun élément. Bien sûr. Et plutôt que de se disputer, je me suis rattrapé à un moment donné comme je pouvais, en lui disant, bon, écoute, on va arrêter la discussion ici. De toute façon, je ne saurais pas te répondre. Donc, ce qu'on va faire, on va y retourner la semaine prochaine. Il y a une nouvelle présentation. Tu viens avec moi. Je te dis rien. Tu regardes le truc. Et quand on sort, ben, voilà, si tu me dis oui, j'y vais. Si tu me dis non, je cherche autre chose. Et quand on est sorti de là, elle m'a dit, bon, écoute, c'est vrai, c'est bizarre, mais ça a l'air sérieux, ça a l'air pas mal. Alors, je veux bien te prêter les sous, mais alors tu me promets, tu déconnes pas, hein, tu y vas et tu fais tout pour que ça marche. Ouais, Je bien dis, sûr. ouais, ouais, promis, promis. Et puis là, Et te voilà. Tu avais quel âge là? j'avais 27 ans. D'accord. Et donc tu te lances dans le MLM. Oui. Et les débuts sont plutôt prometteurs pour toi? Ouais, il y a deux phases. Première phase, je touche pas le sol, tout ce que je fais fonctionne. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Euh, Ma première semaine d'activité, j'ai fait 32 clients. Aucune idée de comment j'ai fait. Juste à l'enthousiasme. Donc, je comprends parfois certains qui disent que tu dois être enthousiaste. C'est vrai que ça peut fonctionner. Et alors, à la à la première présentation à laquelle j'assiste en tant que distributeur, je suis accompagné de 6 personnes qui démarrent, toutes les 6. Et donc, c'est magnifique. Franchement, c'est super bien. Je gravis les échelons à une vitesse très rapide. Je deviens la nouvelle vedette du coin. Enfin, après, à la deuxième semaine, en fait, à un moment, j'ai 8 ou 9 invités dans la salle. Donc, on prend quasiment toute la salle à nous tout seuls. D'accord. Et il y a un autre invité que je connais pas qui commence à casser les pieds à tout le monde avec ouais, mais c'est pyramidal, ouais, mais c'est illégal, ouais, mais vous allez voir, vous allez vous faire écraser comme des mouches. Enfin, il casse complètement la présentation. Et l'orateur, le fameux orateur dont je parlais, qui était vraiment pas bon, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas, il est coincé de partout avec ce gars. Et je sens alors que mes invités commencent à être contaminés également. Goûter, ouais. Et je me dis, mince, il faut que je fasse un truc. Donc je lève le bras comme à l'école. Je dis, est-ce que je peux juste dire un truc à monsieur? Et l'orateur me dit, oui, oui, bien sûr, parce que lui, de toute façon, Vas-y, moi j'en peux plus. il était caisse, il savait pas s'en sortir. J'ai parlé 30-40 secondes avec le gars. Il m'a dit, ah oui, ok. Oui, c'est vrai que vu comme ça, bon, ben, ça va. Ben là, ok, j'ai ma réponse. Et donc, la présentation a pu se terminer dans de bonnes conditions. Et l'orateur, alors, est venu me trouver. Il m'a dit, écoute, je voudrais bien que tu te prépares pour donner la présentation la semaine prochaine. Et alors, donc, après 15 jours, je donnais les présentations. C'était pas facile au début, hein, parce que je disais, oui, il est pas bon, mais c'était du boulot. Évident. Ah, ouais. Et puis alors voilà. Et alors en 3 mois, j'avais atteint une super position, super promotion. C'était un record, je sais plus quoi. Et alors là, j'ai eu une phase un peu bizarre. J'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de chercher à développer. Je me suis dit, bah voilà, moi j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, c'est à l'équipe de jouer, hein. Et là, incroyable. Et donc, ça a été une fameuse leçon. Voilà, de se dire que voilà, je peux me reposer sur mes lauriers. Finalement, l'équipe a besoin de toi, l'équipe a besoin voilà, a besoin de quelqu'un qui les inspire et voilà, il fallait quand même que tu sois, ne serait-ce qu'en management, présent. C'est ça l'idée? Oui, bah, ce qu'il y a, c'est que c'était beaucoup trop tôt de lâcher les gens après 3-4 mois. Ça n'avait aucun sens. Oui, on était plein de bourre. Oui, d'accord, mais il y a rien à faire. Ce que je ne me rendais pas compte, parce que tout ça, je dis, je l'ai fait de manière un peu
porte Nawak, quoi, tu vois, c'était Ouais, je vois, ouais. bon, mais alors on y allait. Mais je ne me rendais pas compte de mon rôle. Voilà, je ne comprenais pas le leadership. C'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après 2, 3 mois comme ça de farniente de mon côté, de voir que tout Tout s'effondrait. s'effondrait, que c'était beaucoup trop tôt, je me suis remis beaucoup de rendez-vous. Et, euh, et ça a duré pendant des mois comme ça. Et alors là, ce que j'ai remarqué, c'est que je n'arrivais plus à redémarrer. Tu vois, il y avait un truc un peu cassé. Et donc, un jour, lors un événement, je me suis dirigé vers un de mes parrains, le numéro un de mon entreprise. J'allais le trouver et je dis, écoute, Jeff, regarde, il m'avait jamais vu, le gars. Il m'avait jamais vu. Il habite Manchester, il savait pas qui j'étais à la limite. Enfin, si, il savait, mais il m'avait jamais vu. Et, euh, et je lui montre mon agenda et je dis, écoute, Jeff, c'est pas possible. Regarde, je fais des rendez-vous. Je suis mort, crevé, j'en peux plus. Et ça va, hein, c'est pas ça. On est maintenant 100, 150, mais ça n'explose pas. Hein. Et elle me dit, ah ouais, ok, ben écoute, je vais t'inviter à la maison, on va un peu parler de tout ça. Et je payais mes dettes à ce moment-là. Donc je commençais à gagner 1500, 2000 euros par mois. C'était pas encore Stratosphérique, Byzance. mais bon. Et je me servais de cet argent-là pour solder mes dettes. J'avais mis un point d'honneur à solder mes dettes le plus vite possible. Bien sûr, normal. Et donc, j'étais quand même serré. Je travaillais comme un fou, mais c'était difficile. Je faisais des rendez-vous en bus, je faisais des rendez-vous à pied, ou alors des gens de ma propre équipe venaient me chercher pour aller en rendez-vous. Enfin, c'était toute une organisation. Et je lui dis, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, mais je ne saurais pas venir à billet d'avion, je ne saurais pas me l'offrir. Elle me dit, pas de souci, c'est moi qui te l'offre. Et donc là, j'ai vu ce que c'était le rôle d'un parrain. Ça m'a impressionné. Parce que le parrain que j'avais, lui, il avait disparu de la nature, hein, il Ouais. n'était toujours pas réapparu. Et, euh, et j'ai passé 2 jours à Manchester, juste 2 jours, une nuit. Et là, il m'a rendu le plus grand service que personne ne m'ait jamais rendu. Il m'a offert un coffret de CD de Jim Rohn. Tu as Ah, certainement déjà bien entendu sûr, c'est le parler de Jim mentor de Rohn. Anthony Robbins, justement, dont on parle Voilà, assez Tony souvent. Robbins. Je n'avais jamais lu un livre de développement personnel, jamais écouté un programme ou une formation de développement personnel, jamais. Et ça a été mais un choc pour moi parce que d'une certaine manière, je ressemble à Jim Rohn avec tout le respect. Hein, je reste très humble par rapport à ça, mais Jim Rohn vient de la campagne, moi aussi. Jim Rohn était dans le pétrin à 26 ans, moi aussi. Jim Rohn avait appris à traire des vaches, moi j'avais appris à peler des patates avec la friterie de mon père. Enfin, il y avait toute une série de choses euh, Tu t'es pour lesquelles je identifié. pouvais vraiment m'identifier. Et alors quand il disait qu'il rencontrait son mentor, Earl Shoaff, et qu'il se plaignait, ben moi aussi je faisais ça. Quand je rencontrais quelqu'un qui réussissait, ben je me plaignais et je ne me considérais pas comme coupable. Et donc il y a 2 phrases qui m'ont marqué dans ce programme de Jim Rohn qui s'appelle Le jour où tout a changé, The Day That Turned My Life Around en anglais. Il va trouver Earl Shoaff et il lui dit, mais je ne saurais pas réussir, regardez, c'est tout ce que la société paye. Et son mentor lui dit, non, non, c'est tout ce que la société vous paye. Et Jim Rohn dit, ça c'est une nouvelle façon de voir les choses, parce que son mentor lui dit, est-ce que dans votre entreprise, il n'y a pas des gens qui gagnent mieux votre vie que vous, 2 fois, 3 fois plus que vous? Et la réponse est évidemment oui. Et donc le mentor lui dit, bah alors vous n'avez qu'à faire le nécessaire pour vous développer, vous requalifier et faire le nécessaire pour avoir un meilleur revenu. Donc ça déjà, Jim Rohn était reclappé, moi aussi. Et alors la deuxième, c'est euh, pour que les choses aillent mieux, il faut que tu deviennes meilleur. Simple. Voilà. Tu prends les responsabilités, tu t'améliores. Et alors ce programme, je l'ai tellement écouté en boucle que je le connais par cœur. Et j'ai nommé ma société le jour où j'ai enfin pu fonder une société. Je l'ai nommé en hommage à Jim Rohn et je l'ai Il n'y appelé a pas Be longtemps, Better. d'ailleurs. Be Better parce que c'est un des mantras de Jim Rohn, c'est améliorez-vous, soyez meilleur. Voilà. Une belle histoire. Et depuis, tu n'as pas lâché le développement personnel. Ah non, 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 je suis devenu
un junkie. D'ailleurs, à un moment, ça m'a même posé problème. C'est certainement intéressant pour les personnes qui nous regardent. C'est à un moment donné, je suis tombé dans le côté obscur du développement personnel. C'est-à-dire, j'étais devenu un drogué de ça. Je pensais que je travaillais parce que j'étudiais. Et évidemment, non. Je dévorais des livres, je dévorais les DVD, les programmes de formation, etc. Ah oui, là, dans ma tête, j'étais le king, j'étais le champion du monde. Mais je n'étais plus sur le terrain. Plus dans l'action. Et donc, je ne mettais pas en application ce que j'apprenais. Et j'ai vite remarqué que j'avais beau avoir lu et m'être imprégné de tout ça, en réalité, ça ne me servait pas à grand-chose, parce qu'une fois sur le terrain, vu que je n'avais pas répété ce que j'avais appris, ben je faisais comme avant d'apprendre le truc. Donc ça change rien. J'avais l'impression d'être plus brillant, mais techniquement mes résultats n'étaient pas très différents. Alors j'ai modifié la manière d'apprendre et j'ai décidé en fait un livre, un CD, un DVD, eh ben je me le bourre, mais littéralement 7 ou 10 fois d'affilée. Je me le fais rentrer là et l'idée, c'est de sortir des phrases telles quelles, parce que vraiment, le succès n'est pour moi une question de mots vraiment, de séquences de mots. Et je mémorisais ces phrases telles quelles, et je les répétais telles quelles, 20 fois, 50 fois, 200 fois, jusqu'à ce que, ça y est, c'est intégré, je passe à autre chose. Ouais, ça a fait une grande différence, ça. Ah, c'est énorme. Et donc, à aujourd'hui, sans dévoiler ton réseau, aujourd'hui, tu as atteint une position haute, la plus haute dans ton réseau? Oui. On a une réunion demain, non, on est lundi, mercredi soir. Il y a 30 personnes à inviter, donc, ouais. Et on est 4000, presque 5000. Ouais. Dans l'entreprise de MLM dans laquelle tu travailles? Dans l'entreprise actif, 5000, un peu plus de 10 000 au total. 10 000. Et toi, en Belgique uniquement. Et toi, c'est une petite entreprise de MLM. D'accord, mais toi, dans ton réseau, ça représente combien pour toi? Toi, tu es à la tête 4 000 depuis le début. C'est colossal. Hein. Ben, ensemble, on a fait près de 150 000 clients. Et uniquement dans la partie francophone du pays. Donc la Belgique est déjà un petit pays, ben tu le coupes en deux. Ah, c'est énorme. Voilà, on a travaillé là. Alors quand tu analyses aujourd'hui ta réussite, tu l'attribues à quoi aujourd'hui ta réussite? À l'écoute de ces CD de Jim Rohn Oui. Il faut avoir une grande volonté, ça c'est évidemment c'est un ingrédient. Mais le secret réellement, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. C'est pareil dans tout. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de le dire, mais si on me l'avait dit il y a 10-12 ans, c'est pas compliqué. Si tu fais un tiramisu, par exemple, tu aimes le tiramisu? Oui, j'adore. Ouais. Je suis un gourmand, ça se voit d'ailleurs. Hein. Je n'arbore pas un corps de rêve comme le tien. Non, merci. Mais tu adores le tiramisu. Et imaginons qu'un jour tu décides de faire le tiramisu toi-même. T'as pas 36 solutions. Soit tu y vas à l'inspiration, en fonction de ce que tu as entendu dire. En règle générale, tu as toujours entendu dire que le tiramisu, c'est du mascarpone, c'est de la crème, c'est du chocolat, c'est du café, voilà, et tu fais un melting pot et tu te débrouilles. Ou alors, tu prends le meilleur livre de cuisine qui existe, les meilleurs desserts du monde, les meilleurs chefs, les meilleurs pâtissiers, tu regardes et tu suis la recette étape par étape. Et tout à coup, ton tiramisu devient absolument délicieux, absolument succulent. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, ton tiramisu devient absolument mortel, délicieux, mais ta réputation change. Ta confiance en toi change. Ton estime de toi change. Lorsque tu vas inviter des gens, tu vas être connu comme le roi du tiramisu. Et donc, tu as une confiance en toi qui ne t'habitait pas quelque temps auparavant. Et le développement personnel fait ça. Lorsqu'on se plonge dans ce domaine et qu'on fait le nécessaire pour l'étudier, le mettre en pratique, et vraiment
digérer ces comportements, pour se reprogrammer, oui, on obtient de meilleurs résultats, mais ça n'est pas que ça n'est pas que l'argent. C'est, tu es plus heureux, tu es plus épanoui, tu as une bonne réputation, les gens aiment passer du temps avec toi. Il y a tout qui change. Vraiment, ça c'est le secret. Écoute, merci beaucoup pour ces très très bons conseils. Voilà, et ce que je trouve intéressant aussi dans ta carrière, c'est que finalement, j'ai l'impression que t'as essuyé beaucoup d'échecs, tu t'es effondré, t'as réussi, puis tu t'es effondré, et finalement, c'est intéressant parce que tu arrives par la suite à expliquer justement à ton organisation et aux gens que tu formes, les pièges dans lesquels il faut pas tomber. Finalement, et qui mieux que quelqu'un qui a vraiment essuyé les mêmes échecs, qui a réussi à rebondir et à renaître de ses cendres pour expliquer ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, ça me fait arriver à ma dernière question. C'est, tu fais une formation sur Internet qui s'appelle Les secrets du MLM. Oui. Comme pas mal de personnes dans le domaine du MLM. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité monter cette formation, finalement? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Ouais. En fait, il y a quelques années, dans ma boulimie de développement personnel, Ouais. je suis tombé sur le site d'un homme qui s'appelle Tom Bigall-Schreiter. Schreiter Ça en s'écrit comment? français. Tom Bigall? Oui, donc c'est Tom, et puis entre guillemets, parce que c'est son surnom, Big Al, le grand Al. En fait, c'est une blague parce qu'il est tout petit, donc voilà. D'accord. Et Schreiter, ça s'écrit S-C-H-R-E-I-T-E-R. Merci beaucoup pour les lecteurs. Une légende du MLM. Donc, je suis tombé sur son site il y a quelques années, en 2004, je pense. Tu es anglophone, toi? Pardon? Tu parles anglais? Oui, je parle anglais. À ce moment-là, je baragouinais. Maintenant, je fais le nécessaire pour que ça soit meilleur. Et donc, son site s'appelle fortunenow.com. Et donc, et là, tu as sur la droite de la page, tu peux remplir un formulaire pour inviter Tom Schreiter à venir donner une formation à ton groupe. Énorme. Et donc, j'ai fait ça en me disant, bon, j'espère que le budget, ça ira. Hein. Et à ma grande surprise, le jour même, il me répondait et on programmait une formation. Finalement, c'était pas si cher que ça. Il fallait simplement faire preuve d'un peu d'ingéniosité. En fait, en mettant un petit prix d'entrée pour tout le monde, comme ça, chacun participait aux frais et Tom était payé. Et alors, j'ai fait sa connaissance. Encore une fois, une immense révélation. Et alors, lui, on est devenus amis. Vraiment, on a gardé un contact. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est une question de feeling. De feeling, voilà. Et lui, à un moment donné, je l'avais fait venir 2-3 fois et j'évoluais. Je le tenais au courant. Et à un moment donné, il me dit, tu devrais écrire un livre. Je dis, moi, le fils d'ouvrier, non, jamais. Résistance totale, hein, mais vraiment résistance totale. Et mon raisonnement était simple, c'est impossible. Je n'ai pas le crédit, je n'ai pas la réussite. Pour moi, il faut être multimillionnaire pour écrire un livre. Il faut être super intelligent pour écrire un livre. Il faut vraiment, voilà, c'est impossible, c'est pas moi. Moi, je suis un gars normal, je peux pas. Et patiemment, il m'a convaincu. Il a mis des mois. Et m'a convaincu d'écrire le premier. Et ça s'est super bien passé. Ce livre, on va pas le mentionner parce qu'il n'est plus imprimé maintenant. Je n'ai plus envie qu'il soit imprimé. Il a été 3e meilleure vente dans les magasins Carrefour, donc ça n'a rien à voir, de Wallonie. On en a vendu près de 50 000. Incroyable. Et alors j'ai écrit un autre derrière qui s'intitule La liberté financière en 7 étapes. Et celui-là, en fait, je me suis permis de l'écrire parce que j'en avais marre de voir que les petits livres de prospection que l'on peut utiliser. Donc, comment est-ce que ça fonctionne quand on est débutant dans le MLM et qu'on est un peu confronté à l'inconnu et qu'on se retrouve tout seul? Eh bien, on peut utiliser le support de livres de prospection qui font en fait une partie du travail d'explication à notre place. Parce que quand on est débutant, soit on en dit trop, beaucoup trop. Je suis passé par là. On écrase littéralement le prospect. Sur un feu de parole. Soit on dit des bêtises, on dit des couillonnades, pardon de l'expression, mais du style, ouais, tu vas gagner 10 000 € en 3 mois. Pour essayer
de rendre la chose tellement merveilleuse, tellement irrésistible que c'est impossible de dire non. Mais évidemment, c'est le contraire qui se passe. Tout le monde s'enfuit avec les gens à leur cou. Et donc, mais j'étais déçu parce que sur le marché francophone, il me semblait, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, qu'on n'avait pas un bon petit livre de prospection. Tout ce qu'on avait, c'était des traductions qui venaient des États-Unis, etc. Et, celui de Bob Burg, peut-être. ouais, c'était pas top. Ouais. Alors, j'ai rédigé ce livre en collaboration avec les gens qui sont abonnés à mes newsletters, à mes lettres d'info. En collaboration avec eux, on a conçu ce livre. C'est eux qui ont choisi le prix, c'est eux qui ont choisi le titre, etc. Ça a été vraiment une synergie. Et bon, on a sorti la liberté financière en cette étape. Et moi, j'étais content. J'ai sorti un deuxième livre. Pour moi, j'avais fini. Et là, j'ai reçu, puisque évidemment, j'avais impliqué les gens qui sont abonnés, j'ai reçu, mais Yannick, mais une tonne de questions par email pour aller plus loin. D'accord. Et je me suis rendu compte, mais oui, je voudrais bien vous aider, je voudrais bien répondre. Oui, je pense que j'ai des réponses, mais il va falloir faire l'encyclopédie universaliste, quoi, pour répondre à tout ça. C'est pas possible. Et donc, je leur ai dit. Et eux, qu'est-ce qu'ils m'ont, enfin, certains d'entre eux, ils m'ont dit, c'est pas compliqué. T'as qu'à faire des vidéos. Et je me suis dit, ouais, voilà autre chose maintenant. Et donc, j'ai commencé à m'exercer à faire des vidéos, mais c'est pénible, les vidéos. Sincèrement, c'est un exercice difficile. Je suis en plein dedans, je comprends. J'avais l'air d'un mort-vivant dans les premières vidéos que je faisais. Il n'y avait aucun punch, c'était vraiment nul. Après, nul. c'est le conseil qui est important, après la forme. Mais voilà. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que, ouais, allez, il faut y arriver. Il faut y arriver d'une manière ou d'une autre, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes de vidéoformation en francophonie. Donc, tu peux rendre service. Alors, vas-y, donne de ta personne. Et c'est comme ça que secretdumlm.com est né et a été lancé en février de cette année. Et je touche du bois, c'est un succès, mais phénoménal. Encore une fois, si on me l'avait dit, j'aurais dit non, ouais, c'est incroyable. Le return. Et là, j'ai découvert autre chose. Une autre façon de faire du MLM. C'est-à-dire, c'est de le faire dans un but altruiste. Je n'ai aucun intérêt sur 99% des gens inscrits à Secret du MLM. Ils se développent dans leur opportunité, ils prennent leurs pieds, ils s'amusent, ils font exploser leurs chiffres, etc. J'ai pas un penny, j'ai pas un cent de ça. Ok, ils ont payé leur formation, mais faut bien garder à l'esprit que cette formation, elle a un coût en dizaines de milliers d'euros. Mais bon, ça valait la peine parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui suivent ces formations depuis leur smartphone, depuis leur ordinateur, depuis leur tablette. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, j'ai mis sur Facebook les 3 derniers commentaires, juste les 3 derniers qui étaient apparus. Mais moi, franchement, ça me met les larmes aux yeux. C'est la plus belle des choses. Moi qui ai un blog aussi, quand on reçoit des beaux commentaires, c'est touchant. Tu te dis, voilà, je sais pourquoi je le fais. Et là, on a sorti les 5 pires erreurs du MLM, qui apparemment, aussi un joli carton. C'est un simple e-book, c'est tout petit. Mais j'en ai oublié une. On pourrait profiter de cette interview, peut-être. J'ai poussé un coup de gueule. Je sais pas si tu as vu. Il y a 2 jours, à nouveau sur Facebook. Il y a une opportunité, je vais pas citer le nom parce que ce serait leur faire trop de publicité. Je l'ai déjà fait dans mon commentaire Facebook, donc c'est assez. C'est très triste. L'idée, en fait, c'est, on ne te dit rien, on ne te dit pas en quoi consiste le produit, on ne te dit pas en quoi consiste l'opportunité réellement, on ne te dit pas comment ça fonctionne, on ne te dit pas qui nous sommes, on ne te dit pas qui est le fondateur. On te dit juste, écoute, inscris-toi, c'est gratuit et tu sauras tout. Et ça m'énerve. Mais ça m'énerve parce que c'est vraiment la pire, probablement en tout cas la pire façon de faire du MLM, ou en tout cas de se prétendre être un pro du MLM, c'est de démarrer la collaboration comme ça, en disant, écoute, fais-moi confiance, je te dis rien, inscris-toi, tu verras bien. C'est une pure catastrophe. Et ces mecs, malheureusement, ils spamment partout. Pour le moment, on ne voit qu'eux. Ils cassent les noisettes à tout le monde. Et c'est ridicule parce que c'est comme si, et ça aussi on l'a écrit sur Facebook,
C'est comme si Ikea passait une campagne de recrutement dans le monde en disant, voilà, c'est tout nouveau, en pré-lancement mondial, Ikea lance un rayon auquel personne n'avait jamais pensé, il fallait l'inventer et nous l'avons fait. Et dans le cadre de notre développement et de l'ouverture de ce nouveau rayon, vous pouvez postuler, voici les conditions. Votre expérience, néant. Vos caractéristiques, néant. Vos horaires, rien du tout. Description de l'emploi, signez votre contrat et vous saurez. Lieu du travail, signez votre contrat et vous saurez. Vous vous occupez de rien, c'est Ikea qui fait tout. Nous allons vous amener des milliers de clients dans votre rayon et nous allons vous verser des revenus gargantuesques à chaque seconde en mode automatique. Et en plus de ça, si vous êtes parmi les 100 premiers, puisque nous sommes en pré-lancement, nous vous offrirons des actions sur la vente de nos boulettes suédoises. Alors, si vous avez des questions, allez-y, signez votre contrat. Enfin, jamais on va voir ça. Jamais. En plus, il y a une règle simple. En marketing relationnel, si on veut séduire un nouveau client ou un nouveau partenaire, il y a 3 critères. C'est très simple. 1, il doit nous connaître. C'est évident. T'arrêtes pas quelqu'un au milieu de la rue. Tiens, monsieur, bonjour, signe un peu le bon de commande. Donc, il doit te connaître, savoir qui tu es. 2, il doit t'apprécier. C'est normal. Tu vas pas faire des affaires avec quelqu'un que tu détestes. Et 3, et c'est là que les autres zigotos se trompent complètement, il doit te faire confiance. Tu vas pas t'engager avec quelqu'un qui a l'air d'être un arnaqueur. Tu vas pas t'engager avec quelqu'un qui répond pas à tes questions. Tu peux pas avoir confiance dans ce gars-là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et il croit que ça fonctionne ainsi. Alors ça, c'était mon coup de gueule. Pardon, mais si ça peut aider tes auditeurs qui sont en plus, tu vois, ils sont inscrits à ta newsletter, le nom de ton site, c'est quand même Commerce Équitable. Équitable. Alors ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire aussi honnête, intègre. D'accord. Mais il y a trop de gens qui pensent que, voilà, il y a trop de gens qui pensent que le commerce, c'est pas équitable, justement. Et donc, c'est pour ça, je veux leur expliquer qu'on peut faire du commerce, on peut, mais de manière éthique. Et voilà, et c'est ma vision des choses. Après, voilà, chacun la voit. Tu as totalement raison. Et c'est une superbe initiative que tu as prise là, parce que, effectivement, on a tendance à penser commerce, commercial, arnaque, arnaqueur, filou, menteur, etc. C'est vrai qu'il y en a. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et dans le MLM en particulier, et toi, tu es bien placé pour le savoir parce que j'ai vu que sur ton site internet, tu développes cette idée-là et tu commences à mettre ces gens en avant. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se professionnalisent. Parce que le MLM est un véritable métier, c'est une profession. Et comme dans tout métier, on a des compétences particulières à acquérir et des comportements types à développer, de sorte que nous soyons vus pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des pros, pas des amateurs, pas des enquiquineurs. Et ça, franchement, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Et chapeau d'avoir l'audace parce que tu vas un peu à contre-courant en faisant ça. J'ai l'impression de faire, mais je prends aussi certaines foudres par moment. Mais oui, mais ça, c'est le lot de tous ceux qui font le contraire de ce que la foule fait. Mais malheureusement, il y a un vieux dicton qui dit, si tu veux des résultats différents de tout le monde, ne fais pas comme tout le monde. Point. Si tu veux des revenus atypiques, il faut que tu sois atypique aussi. Exact. Atypique, ne fût-ce que dans la manière de raisonner. Tout à fait. Ne pas rejoindre une foule facile. Ça aussi, on en parle souvent dans le développement personnel. N'allez pas rejoindre une foule facile. Allez là, dans le petit groupe en marge. Le petit groupe qui ne demande rien du tout, mais qui cherche et trouve des solutions. Allez là où les attentes sont énormes, où les défis sont colossaux, mais où les récompenses sont phénoménales. Allez là. N'allez pas manifester pour avoir un revenu minimum augmenté, parce que vous serez quand même au revenu minimum. Ça changera rien, tu vois. Et ça, ce serait bien que de plus en plus de gens s'ouvrent à cette idée-là. Et c'est pour ça que des gens comme toi, comme Michel Destruel, que tu as interviewé aussi, et comme de plus en plus d'autres, on essaye de montrer notre visage avec notre vrai nom, notre vrai parcours, notre vie,
et on met, pardon l'expression, mais on met nos bonbons sur la table pour dire, regardez, il n'y a pas que des sombres idiots. Nous, on est là et on défend l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de la profession. C'est très important ce travail. Donc Jean-Philippe, on a bientôt du coup terminé cette interview. Merci encore. J'aurais deux dernières questions. La première, c'est j'aurais aimé évoquer ton passage télévision. Oui. Ton passage télé à la télévision belge où alors justement le journaliste n'avait pas été très très cool avec toi, il t'avait laissé que 3 minutes et vraiment t'as été, tu t'en es vraiment super bien sorti. Je laisserai juge mes lecteurs, mais c'était vraiment impressionnant. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots? C'est très simple, j'étais en Afrique, à Zanzibar. En fait, j'avais fait un trip entre la Tanzanie et Zanzibar. Je suis en Tanzanie, au milieu de nulle part, il y a mon téléphone qui sonne, c'était à la RTBF. Bonjour monsieur, nous avons lu votre livre, nous aimerions vous interviewer sur l'émission phare de la chaîne à propos de votre livre La liberté financière en 7 étapes. Donc ok, 15 jours plus tard, je me retrouve sur le plateau. Et là, en fait, je me suis rendu compte que les gaillards, là, tout autour, ils n'avaient même pas lu le livre, en fait. Donc je sais pas en fait à quoi ça servait. Et en descendant du plateau, ce qui était pour moi une répétition était en réalité l'enregistrement réel. Donc ils m'ont menti en plus de ça, et ça m'a déçu. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette vidéo réponse, parce que c'était une chouette expérience, franchement. C'est très chaud. Alors par rapport aux 3 minutes, c'est pas qu'ils voulaient être vaches avec moi, c'est que c'était le format en fait. Ils ont un invité chaque fois. Alors ça peut être, je pense quelques jours après moi, c'était le patron de Chiquita Belgique, et il a eu pareil quoi. Enfin c'est la formule. Il y a une légère intro, et puis il y a 3 minutes sur le grill, et puis il y a un débriefing, mais ça n'apporte jamais rien quasiment. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais tenu à faire cette vidéo de réponse, parce que pour le spectateur neutre, c'était pas assez. Je n'ai pas pu, c'était pas possible. En tout cas, de mon point de vue, le spectateur neutre n'a rien retiré de l'émission proprement dite. Après, de toi à moi, je pense sincèrement qu'il y a un aspect aussi politique dans le fait que les médias ne parlent jamais du MLM, dans la mesure où, enfin politique et évidemment pécunier, dans la mesure où le MLM justement l'une des caractéristiques du MLM, c'est qu'ils ne font pas de publicité télévision ou pas de publicité radio ou autre, parce que ce budget-là, ils le rétribuent à la distribution. Ils le donnent à la distribution et au bouche à oreille. Du coup, eux, étant donné qu'ils ne se payent essentiellement qu'avec de la publicité, ils n'ont pas d'intérêt de faire l'apologie de ce type de système, je pense. Il doit y avoir ça, mais je pense que le mal est plus profond. J'ai des amis journalistes, malgré tout. Et il y en a notamment un d'eux qui travaille sur cette chaîne, avec qui j'avais longuement débattu après l'émission en lui disant, mais enfin c'est quand même incroyable la manière avec laquelle on traite le sujet, l'angle qui est pris est systématiquement à charge. Tu n'as même pas en fait. Et il m'a dit, écoute, c'est très simple, en journalisme, une des premières choses qu'on nous dit en cours, c'est une bonne nouvelle, c'est pas de l'information. C'est triste. Et donc, ça signifie que c'est pour ça qu'on a des JT qui sont, comme moi je les appelle, des condensés de mauvaises nouvelles en intraveineuse. 80%. Parce que la mauvaise nouvelle, ça c'est de l'info. C'est dingue. Et c'est dingue cette manière de raisonner. Mais je pense qu'on peut contrer ça d'une manière ou d'une autre. Et je vais te faire une confidence, et c'est valable pour tes lecteurs aussi. Vous êtes les premiers à qui je dis ça, à côté de ma femme évidemment. Je vais faire moi de la pub à la télé. D'accord. Je vais utiliser le terme MLM à la télé. Ils vont le voir. Ils vont le voir. Et pas une entreprise en particulier, évidemment, mais je vais mettre secret du MLM en avant. Et je vais le faire pour la bonne et simple raison que je veux que le métier soit reconnu, que les familles de gens qui font du MLM voient cette pub de temps en temps et disent, tiens, MLM, c'est pas comme le petit, ça, chou. Tu vois? Et que ça entre un peu dans le paysage audiovisuel. Ça coûte un porte-avions de faire de la pub à la télé. Mais je vais le faire. D'autant plus que Secret du MLM, c'est générique. Donc je peux me permettre d'aller taper ça à la télé parce que je ne vais pas parler d'une marque
en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, oui, donc du coup, tu peux pas. C'est bien, ça servira à tes intérêts, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, ouais, ça va servir aussi les intérêts de tous les gens qui font du business. Donc ça, c'est chouette. Voilà, exactement. Ben, c'est super, une super nouvelle. Et du coup, tu vas faire ça sur la RTBF justement ou Je vais commencer petit, oui. Donc, j'ai déjà observé un peu les tarifs sur TF1. Euh, ça coûte un mois? 350 000, je crois, une campagne. oui, voilà. Donc, c'est quand même des budgets énormes. Alors, je pense pas que dans un premier temps, de toute façon, je vais me diriger vers un spot de 5 secondes, un petit truc, tu vois, très, très light, pour apparaître dans le paysage. On va commencer par la RTBF, qui est une chaîne nationale belge. Les tarifs sont aussi importants, mais pas du même ordre que TF1. Et alors, on fera comme toujours, on va mesurer les résultats. Et si l'opération est au moins rentable, je m'en fiche de faire du bénéfice, mais si elle est au moins rentable, eh bien, le petit plus, on va l'utiliser pour s'exposer encore un peu plus, et puis encore un peu plus, et puis encore un peu plus, avec comme espoir, qui sait, d'être un jour en prime time sur TF1. Eh ben, j'espère. Je peux mettre ça dans l'interview, ce que tu me dis là. Oui, pas de souci. Génial. Écoute, merci pour l'info. Alors ensuite, en dernier, pour terminer, parce que je sais que tu as une vie occupée quand même, malgré tout, quel est le conseil que tu pourrais donner à mes lecteurs de ton choix, soit en développement personnel, soit en commerce, en persuasion, et qui peuvent appliquer de suite? Le conseil de Jean-Phi. Avant toute chose, il faut que vous sachiez ce que vous allez dire, ce que vous allez faire à l'avance. Quand on est un vrai pro, on ne laisse pas place à l'improvisation. Et pour arriver à être prêt à l'avance, il faut lire des livres ou suivre des formations, mais pas seulement. Il faut prendre des notes, relire les notes et les mettre en application le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Je vais te donner un exemple tout simple et j'espère que tes lecteurs vont comprendre l'analogie. Un jour, je lisais un livre d'Alan Peace qui est très orienté communication humaine, psychologie humaine. Et voilà-t-il pas que dans son bouquin, le gaillard dit que les gens qui disent bonjour en levant les sourcils paraissent plus sympathiques que les autres. C'est dingue. Et donc l'idée, c'est de dire bonjour, faire un appel de phare avec les sourcils. C'est tout. Et c'est prouvé scientifiquement. Ce jour-là, je partais en voyage. Donc je dis à ma copine, tu sais quoi, je vais tester. Et donc, je monte dans l'avion, comme n'importe quel kidam, et tout le personnel de bord que j'ai croisé, j'ai dit « Bonjour, bonjour, bonjour ». Voilà, je faisais mon appel de phare. Et je suis là, installé à mon siège, l'avion a décollé, et voilà le service qui se fait. Et je vois la dame qui arrive, l'hôtesse, avec son petit chariot, et elle se penche vers chaque passager, et elle dit bonjour, bonjour, mais tu vois, c'est poli, mais voilà, son visage reste relativement neutre. Elle arrive à mon niveau, à mon voisin, elle lui dit bonjour monsieur, vous voulez une boisson, un petit snack, etc. Le gars répond, je sais plus quoi, et puis elle se tourne vers moi, et je te promets, je la regarde et je fais juste un appel de phare, comme ça, comme j'ai fait en lui disant bonjour, son visage s'est illuminé, elle m'a fait un sourire jusqu'aux oreilles, et je me suis dit, mais ça marche. Et franchement, aujourd'hui, c'est, je pense, devenu une seconde nature. Quand je dis bonjour à quelqu'un, c'est devenu plus fort que moi. Et ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner à tout le monde, tous les lecteurs qui regardent cette vidéo, c'est prenez des notes, mais mettez-les en application après les avoir relues. Faites vraiment en sorte que votre cerveau et votre comportement s'adaptent à ces nouvelles compétences. Et mettez-les en pratique le plus vite possible et le plus grand nombre de fois possible. Parce que regarde, Yannick, c'est pas compliqué. Maintenant, tu as l'astuce. Ouais. Je te promets que si les 7 prochains jours, tu dis bonjour systématiquement en faisant un petit appel de phare avec tes sourcils, tu vas dire bonjour de cette manière-là à tout jamais. Parce que tu vas intégrer ce comportement, tu vas voir tout de suite les premiers résultats, tu vas voir que les gens sont souriants, et donc d'office, tu vas intégrer ça. Mais je vais l'appliquer de suite, Jean-Phi. Voilà, c'est le mieux. Félicitations, excellente décision. Merci beaucoup, Jean-Phi, pour cette interview et le temps que tu nous as accordé. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Avec grand plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de te revoir dans une autre interview.
Lance-moi l'invitation du moment que c'est prévu à l'avance et qu'on a du temps, avec grand plaisir, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et donc si ça peut aider, je suis là. Merci beaucoup à toi, Jean-Phi, et je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao. Au revoir.